Nos chemins de conscience, c'est une aventure humaine au cœur de chacune et chacun d'entre nous. Comment mieux vivre en paix, d'abord avec soi-même et puis entre nous? Quelles sont les techniques, les trucs et astuces de celles et ceux qui parviennent à vivre avec plus d'harmonie? Je m'appelle Alexandre Devina et c'est avec joie que je vous ouvre cette porte vers une vie plus en conscience. Sur nos chemins de conscience, avec Jonathan Tiferet. Salut Jo. Salut. Ça fait plaisir de te voir et de prendre ce temps-là tous les deux. Carrément, pareil pour moi. C'est vrai qu'on s'est rencontrés à la retraite de Flo de la Vega, cette semaine entre hommes. On avait déjà pas mal échangé sur différents sujets, en groupe. Là, cette fois-ci, à deux, j'ai envie de revenir sur certains détails, et notamment sur ton rapport à l'invisible. Et aussi sur ce que tu fais. Alors, pour te définir en quelques mots, un artiste, quelqu'un de spirituel, comment toi tu te définirais en quelques mots ? Moi, j'aime me définir comme un peu ce qu'on est tous, j'ai l'impression, un être de lumière incarné sur la Terre. En tout cas, mon but dans ce chemin de vie, c'est vraiment de me reconnecter à cette lumière. C'est pour ça, Tiferet, c'est mon deuxième prénom, ça veut dire le soleil. C'est d'essayer d'incarner dans mon quotidien, en fait, ce soleil qui rayonne, qui est présent, qui transmet de la chaleur, qui transmet de la lumière, par juste ma capacité à être présent avec ceux que j'aime, ceux qui m'entourent, et aussi de rayonner, en fait, sans... Le soleil, il s'en fout. Si on le regarde, on le voit, on l'aime pas, il continue de briller tous les jours, et est là tous les jours. Et donc, c'est dans cette constance que j'essaye d'être, en fait. Et je pense que s'il y a un truc qui doit définir, en tout cas, j'aimerais que ce soit ça. C'est vrai que tu sors beaucoup de ta zone de confort, en tout cas depuis que je te connais, je te vois, je te suis sur Instagram et tu as pas mal de vidéos différentes, toujours sur une base artistique puisque c'est ton domaine de base. Oui, complètement. J'ai démarré vers 15-16 ans, j'ai eu cette passion pour le jonglage et en fait, depuis toujours, j'ai eu une passion pour ce qui était nouveau, ce qui sortait de l'ordinaire en fait. Donc dès qu'il y avait un truc qui sortait de l'ordinaire, je voulais savoir le faire, mon père il faisait du ski, j'ai voulu faire du snowboard quoi, c'était tout le temps. Et donc du coup, dès que j'ai capté ce truc du monde du spectacle, tout ça, où on cherchait à chaque fois à amener de l'innovation et tout ça, c'est clair que ça m'a fasciné et rapidement j'ai développé la danse, du jonglage, mêlé un peu de la danse hip-hop contemporaine et c'est devenu un peu ma marque de fabrique au départ, ouais. Tu as eu une forte éducation spirituelle, donc j'imagine que ça t'a amené aujourd'hui à promouvoir ces outils spirituels, différentes techniques de bien-être pour se reconnecter à nous-mêmes. Comment tu vis ça au quotidien ? Parce que tu as une vie de famille, tu as un job. En fait, j'essaye d'être l'équilibre entre ma mère et mon père. C'est-à-dire que mon père là je parle d'eux quand j'étais enfant, parce qu'ils ont évidemment évolué et ces deux polarités, ils les ont réunifiées beaucoup plus, je trouve, aujourd'hui. Mais quand j'étais enfant, c'était un papa qui était vachement spirituel, très connecté, on va dire au ciel, mais assez peu à la terre, quoi, en tout cas plus difficilement. Et une mère à l'inverse qui était très connectée à la terre, qui du coup a fait du maraîchage même après, etc. Et un peu moins connecté à ces sphères-là, connecté à sa manière, on va dire. Et donc c'est un peu ce rapport entre le yin et le yang, où tu vois cette connexion ciel-terre que j'ai essayé d'incarner moi, dans la totalité, d'unifier ça en moi. Et donc clairement dans la vie de famille, on va dire que mon fils, ma femme, toutes ces obligations aussi au niveau de la famille, ça me ramène, on va dire, à plus la spiritualité de ma mère, qui est beaucoup plus dans la matière, dans le concret, tout ça, tout en gardant évidemment cette connexion qui est pour moi instinctive. Finalement, on pourrait dire que les vidéos sont un peu des bulles pour toi, des moments où tu vas pouvoir te connecter sans te soucier de ton environnement ? Ouais, un petit peu. C'est un moment donné, la plupart du temps où je suis assez seul. C'est souvent pendant les siestes de mon fils, du coup. Puis il y a une inspiration qui me vient et j'ai envie de la suivre, voir où elle va m'amener, quoi. C'est un peu un petit voyage, j'ai envie de dire, à chaque fois que je vis. Un voyage à l'intérieur de moi, un voyage à l'intérieur de ma conscience, ou des fois à l'intérieur de notions qui m'intéressent aussi, ou la plupart du temps, je me questionne souvent par rapport à des notions que la vie m'envoie, par des situations, des choses qui me questionnent. Et à ce moment-là, moi, je questionne l'univers, je questionne Dieu, le divin, et je lui dis, ok, alors montre-moi. Et du coup, des fois, il y a une intuition qui arrive, un truc, ok, prends tes balles, prends la vidéo, va faire ça, joue là, ça. J'y vais, et au bout d'un moment, il y a une forme de réponse qui s'offre à moi par l'expérience que je vis, quoi. Évidemment, quand tu as ces intuitions-là,
tu laisses guider puisque, comme tu l'as dit, ton père t'a beaucoup appris à accepter, à écouter tes ressentis, à laisser l'inspiration te guider. Tu maîtrises ça, je trouve. Maintenant, il y a le revers de la médaille, entre guillemets, ce sont ce qu'on appelle depuis quelques années les haters. Et depuis 2 mois, tu vis ça et tu expérimentes ça. Je voudrais savoir intérieurement, depuis 2 mois, comment ça chemine et comment ça chemine d'une manière générale en toi. Ben en fait, ça m'amène à revivre un peu la même chose quand mon fils m'amène à toucher des zones de moi où je me sens comme bloqué, tu vois, comme dans quelque chose de très condensé. Tu vois, j'ai du mal à mettre des mots, mais une sensation de condensation, tu vois, de manque de liberté. Tu vois, il y a un truc comme ça où je trouve que tous ces commentaires m'ont amené finalement, m'ont ramené à l'intérieur. Tu vois, c'est ce que fait mon fils aussi souvent quand par sa présence, par tout ça, m'empêche de faire quelque chose que j'aimerais. Ça me questionne, mais en fait, est-ce que tu as vraiment envie de faire cette chose-là ? Est-ce que tu avais vraiment envie de dire ça ? Est-ce que tu avais vraiment envie de faire ça ? Et c'est ça que me questionnent aussi ces commentaires-là. Et ça me ramène toujours encore plus à l'intérieur, dans ma propre vérité et dans ce que je veux vraiment transmettre. Donc, à chaque fois, c'est comme un vecteur d'énergie yang, très, très fort, très masculine, que je peux ressentir, qui entraîne chez moi aussi un questionnement peut-être plus yin de « ok, qu'est-ce que je veux vraiment transmettre ?» Une réflexion. Et tout ça, ça se vit à l'intérieur de mon corps, du coup, et à l'intérieur de ma conscience, un peu dans ce dialogue intérieur. Et ça me permet de clarifier beaucoup plus. Je trouve que c'est une forme de gestation intérieure qui me permet de clarifier, ok, qu'est-ce que j'ai envie de vraiment dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quel père j'ai envie d'être, quel homme j'ai envie d'être, quel mari, quel ami. Et tout ça me fait vachement cheminer. Donc je le prends comme... Voilà, des petites, comme des pensées qui arriveraient. Et je dis, ok, est-ce que cette pensée, j'ai envie de la garder ? Est-ce que j'ai envie de la considérer ? Est-ce qu'il y a de l'amour à donner à cette pensée ou pas ? Et on va dire que je considère comme ça un petit peu les messages que je reçois, ouais. Dans ton travail d'accompagnant spirituel, je peux le nommer comme ça, c'est quoi le credo ? Comment tu fonctionnes ? Est-ce que tu prépares ça ? C'est beaucoup de l'instant. Nous, notre manière d'accompagner, elle est très liée à l'instant parce qu'on accompagne aussi beaucoup sur de la messagerie interposée. Donc on invite beaucoup les gens qu'on accompagne à venir se déposer à nous quand ils vivent une certaine expérience, quand la vie leur fait vivre une expérience ou quand ils ont une question ou une interrogation, quelque chose lié vraiment à l'instant. Et donc on vient connecter à ce qu'ils vivent et dans l'instant avec ce qui nous vient aussi. C'est vraiment une improvisation. Moi j'adore l'improvisation, je t'en parlais, c'est autant dans le corps que dans la voix que dans la vie. J'aime vraiment avoir prévu le moins de choses possible et en accompagnement c'est vraiment ce qu'on fait. On prévoit rien si ce n'est qu'une direction d'évolution mutuelle et ensuite on se laisse tout simplement guider par ce qui est là dans l'instant, par la guidance qui va venir, par la petite voix qui va me dire d'insuffler ça chez l'autre. Voilà, c'est notre manière d'accompagner là-dessus. Sur nos chemins de conscience, j'aime à parler de la présence qu'on a en soi, de réussir à rester dans le présent. Comment tu fais dans ta vie de tous les jours ? Est-ce que tu planifies quand même des choses ? Est-ce que tu arrives à gérer cette énergie intérieure, à suivre ce flow ? Ouais, en fait, c'est la structure qui m'a libéré. C'est un peu particulier, mais avant qu'Eloa arrive, donc mon fils, je manquais tout le temps de temps. C'est-à-dire que dès que j'étais avec quelqu'un, dès que j'étais pas seul, j'étais tout le temps en train de dire que je manquais de temps pour moi. Et c'était très difficile à vivre parce que vraiment, pour moi, c'était ma réalité, ma vérité intérieure. Et puis Eloa est arrivé et puis une grosse structure a dû se mettre en place parce qu'il mange beaucoup plus, il dort plus, il a une structure qui est bonne pour lui en fait, donc pour cet enfant. Et le fait d'y donner cette structure, ça m'a donné une structure à moi aussi et ça m'a permis de voir qu'en fait, j'avais beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Parce que ça m'a ramené beaucoup plus de présence, comme tu me le disais, à l'instant. Et c'est-à-dire que les moments donnés où maintenant j'ai 10 minutes pour moi tout seul, ça vaut 1 heure d'avant, quoi. Donc du coup, ça m'a permis de faire beaucoup plus de choses qu'avant, en beaucoup moins de temps. Et c'est ce qui se passe, en fait, dès que mon temps est compressé, j'ai comme un truc où je vais droit au but. Tu vois, c'est un peu le lièvre et la tortue, quoi. Alors ouais, j'ai moins de temps, j'avance moins vite que le lièvre, mais à chaque fois, je fais des pas qui restent dans le temps. Alors qu'avant, je faisais un truc, ça marchait pas trop, j'arrêtais, je repartais à droite, à gauche, parce qu'en fait, j'osais pas faire ce que vraiment j'ai envie, qui fait souvent peur. Et quand tu disais que je fais des choses qui sortent de ma zone de confort, c'est parce que, en fait, les moments donnés où je pose un pas, je fais un pas, c'est que vraiment, c'est un pas que je sens que j'ai vraiment envie de poser.
qui me fait peur aussi certainement, mais juste vu que j'ai 10 minutes ou demi-heure pour le faire, je vais pas pouvoir rentrer dans ma tête, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, en fait c'est, vas-y, en fait t'as demi-heure, tu le fais, tu vois, sinon tu feras plus rien de ta journée. C'est vrai que c'est très pertinent ce que tu dis par rapport au cadre, finalement, qui réduit le temps, mais qui peut améliorer la qualité de la production. Parle-nous du couple un peu, de ta manière de voir le couple, de comment ça a cheminé en toi, comment ça a avancé. Alors le couple, ça a été une grosse interrogation pour moi pendant toute la première phase de vie, on va dire. Je comprenais pas trop l'intérêt du truc. À part te faire perdre du temps, presque, je me disais, bon, à quoi ça sert, quoi. Parce qu'à chaque fois que je vis quelque chose, ça me nourrit pas plus que ça. Ou alors, ça reste comme des amis, quoi. Tu discutes et c'est intéressant, mais après, tout le reste, voilà, j'avais pas trop d'intérêt, je comprenais pas trop. Je suis parti en Inde avec cette intention de comprendre un peu plus. Je suis parti un mois tout seul dans l'Himalaya et aller de temple en temple, et à un moment donné m'a été transmis cette vision où en fait un couple c'était un être connecté ciel-terre qui était très bien tout seul, et puis un autre à côté qui était pareil, connecté ciel-terre et très bien tout seul, et puis de cette connexion de ces deux êtres qui s'autosuffisaient d'une certaine manière, il y avait comme une troisième loge qui se créait, et on m'a dit voilà, c'est ça le couple. C'est ce que j'ai essayé d'approfondir déjà moi individuellement dans cette dynamique, et puis c'est là où j'ai rencontré Aurélie, et c'est là où après on a développé cette vision du couple, on va dire, de manière incarnée, donc avec cette intention quotidienne de s'autosuffire soi et de partager le surplus finalement de la vie. Et du coup, c'est un peu, je dirais, l'image qu'on vit, c'est-à-dire qu'on est ensemble, chacun on est là avec soi et à la fois on est aussi avec l'autre et avec du coup l'autre qui est notre enfant et notre qui arrive, donc c'est je dirais que c'est un peu ça ma définition du couple. C'est d'abord mon couple intérieur, après le couple à l'extérieur, et d'englober tout ça dans une unité, quoi. Donc c'est une danse de chaque instant, je dirais. Et dans cette danse, comment tu gères ton couple intérieur ? Qu'est-ce que tu mets en place en fait tous les jours ? C'est une écoute déjà de mon corps, de mes ressentis, de mes émotions, de mes pensées. C'est une forme de veille permanente que j'essaye d'avoir pour m'observer tout simplement. Ok, qu'est-ce que je suis en train de penser, qu'est-ce que je suis en train de vivre à l'intérieur de moi, et d'essayer au maximum de réharmoniser s'il y a besoin, d'écouter s'il y a quelque chose qui se dit, qui se raconte. Tout ça, du coup, évidemment, en ayant des fois beaucoup de bruit à l'extérieur qui peuvent prendre la forme de plein de situations. Et j'essaye. Voilà, moi mes petits tips, ça va être les moments donnés où forcément tu es tout seul quand tu vas aux toilettes, tu vas plusieurs fois aux toilettes par jour, c'est des moments souvent où je fais un mini scanner de moi, voir ok où j'en suis, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas vu aussi, ou des fois il y a quelque chose qui va venir un peu nous froisser, puis on s'en rend pas compte sur le moment, et puis ça dégénère et à un moment donné t'es pas bien, tu comprends pas d'où c'est arrivé. Et du coup ces moments de rendez-vous avec moi-même, entre guillemets, que j'essaye de multiplier, mais des fois ça peut prendre juste une seconde, quoi. On est en route, on est en voiture et juste ok, je vois comment c'est à l'intérieur. Ça me permet de reprendre la route en marche, quoi, dans la conscience de ce que je vis, et de rétablir des fois des déséquilibres, ou du coup d'amener une conversation que finalement j'aurais voulu avoir mais que j'ai oublié que je voulais avoir, et du coup ça me permet, si je me suis quitté un peu dans la conscience du moment présent, de revenir dans cet instant. Et ça les enfants de toute façon ils le sentent, et donc c'est aussi ça, c'est que si je le fais pas, mon fils il va me ramener à ça par du coup, lui un mal-être qui va s'intensifier, et là je vais me dire ok, c'est qu'il y a un mal-être en toi qui n'est pas conscientisé, et dès que je vais le conscientiser, je vais traiter ça en moi, et ça se délie aussi dans la famille, quoi. C'est quoi le côté sombre de Tiferet ? Bonne question. Je dirais que c'est tous les moments où il se pose la question, est-ce qu'il est vraiment en lumière ou pas ? Tous les moments de doute en fait. Mais je pense que c'est pas vraiment Tiferet, ça c'est plus Jonathan. Je dirais que le côté sombre de Tiferet c'est Jonathan. Mais à la fois c'est pas sombre non plus dans le sens négatif. Tiferet pour moi est né de Jonathan aussi. C'est comme on dit, l'ombre est la mère de la lumière. C'est-à-dire que c'est pas cette densification cette densification de peur que je peux avoir, que Jonathan peut avoir, de ce que cet humain peut avoir, qui finalement a donné naissance à Tiferet. Cette idée de aussi se montrer sur les réseaux en disant voilà, je montre Tiferet, la lumière, et je donne corps à cette lumière.
forcément c'est né de toute l'introspection, de tout le travail dans l'ombre en fait que j'ai pu faire avec Jonathan, du coup avec ma personnalité, avec mon ego, avec toutes ces choses que j'avais pas forcément avant de m'incarner ici, qu'on te donne en paquet, on dit voilà, démerde-toi. Il y a pas de livre pour ça, si, il y en a de plus en plus, mais voilà, on va dire que la part sombre c'est tout ça, c'est ses doutes, c'est ses peurs, c'est cet ego qui veut des fois prendre la gloire de Tiferet. Moi je dirais que mon gros défi actuellement avec la mise en notoriété, et c'est ce sur quoi je veille en permanence, c'est cet ego qui a envie de prendre la gloire d'eux et qui a envie de se servir de la gloire même des autres que d'autres ont pu du coup avoir avant moi, se servir de ça. Et je fais très gaffe parce que du coup c'est quelque chose qui peut ensuite me détourner de ma propre lumière et de faire les choses parce que je sais que ça marche ou parce que je sais que ça va créer ci, ça, mi. Et du coup ça devient très mental, très intellectuel et du coup beaucoup plus sombre que si c'était juste spontané. Et voilà, donc c'est un peu la veille du moment sur cet ego. Ça veut dire que de ton point de vue, c'est important de toujours rester spontané. Si tu planifies des vidéos, par exemple, qui tu sais qu'elles vont faire le buzz, même s'il y a un message spirituel à transmettre dedans, tu penses que c'est quelque chose de sombre, entre guillemets ? Ça dépend depuis quel espace je vais le programmer. C'est-à-dire que si d'un coup j'ai l'intuition de 3 vidéos sur le sujet de l'ego et que du coup je vois comment ça se tisse, du coup il y a une forme de programmation qui se met en place, je vais filmer ça, etc. Là c'est ok. Par contre si c'est en mode c'est le soir, je suis moyen bien parce qu'on a une journée vraiment fatigante, j'ai pas trop envie d'aller me coucher parce que j'ai envie d'être tout seul et que j'étais avec du monde toute la journée et que là du coup je commence à avoir des pensées, qu'est-ce que tu fais là, ton compte il est qu'à tant de followers ou qu'à tant de trucs, ou tu sais que tu commences à regarder les chiffres comme ça, un peu du côté du verre vide quoi, à moitié vide. Souvent on peut naître à ce moment-là, peut-être tu pourrais pouvoir faire ça et puis planifier le lendemain comme ça. Bon là je sais que c'est clairement pas une idée qu'il va falloir que je suive. Ou alors si c'est vraiment une idée, parce que parfois au milieu de tribulations mentales arrivent de magnifiques idées, à ce moment-là ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement laisser poser le truc et me dire ok, je dirais à l'univers, si c'est vraiment une idée que tu me transmets là et que tu as envie que j'aille plus loin avec, renvoie-la moi au moins 3 fois. Je vais compter une, si tu m'en envoies encore 2 fois, évidemment je le mettrai en place. Donc souvent moi c'est ce que je fais quand j'ai pas totalement l'évidence dans mon corps et que j'arrive pas totalement à être dans la présence au moment T, je dis ok, renvoyez-moi l'info quoi. Tout le temps, si c'est vraiment une réelle info, ils vont me la renvoyer, puis me la renvoyer, ils savent faire ça facile. Et du coup, je mets en place aussi au maximum un quotidien qui est inspirant pour moi, qui fait que du coup, je pense que je peux être dans cette énergie où je réceptionne assez facilement les infos, quoi. Tu parles de ta manière de communiquer, de jouer avec l'univers. Quels sont les différents jeux que tu vas utiliser ? Alors moi, j'aime jouer avec tout ce qui est la géométrie sacrée. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est ce à quoi j'ai connecté pendant des années qui m'ont amené à aller vers encore plus la guidance, finalement la connexion avec cette part divine de moi. Quotidiennement, je discute avec cette part divine de moi-même, c'est-à-dire que dès que j'ai une question, une interrogation, un sujet qui ne trouve pas sa résolution dans une discussion avec Aurélie, par exemple, avec ma femme, je vais la poser à cette partie divine de moi. Je vais souvent en rendre compte après à Aurélie et la résolution est instantanée à chaque fois, c'est vraiment hallucinant. J'ai la capacité maintenant, à force d'avoir connecté, je dirais, à cette géométrie sacrée, à tout ce divin en moi et puis à mes sensations, à mon corps, à cette intelligence émotionnelle comme on appelle, du coup il y a une forme de discussion que je peux avoir instantanément avec cette partie divine de moi qui est beaucoup plus omnisciente. En fait c'est comme si je pouvais parler à Tiferet quoi, que Jonathan pouvait parler à Tiferet. Et donc à ce moment-là, même si Jonathan il vit des trucs qu'il comprend pas trop, Tiferet lui il a le recul nécessaire pour lui dire en fait c'est ça, voilà c'est juste simplement ça. Il me fait prendre tellement de recul, en fait je vois à travers les yeux de Tiferet et donc forcément à ce moment-là ça paraît très simple, très évident quoi. Donc ça c'est un des premiers jeux que je joue on va dire avec un peu l'univers, cette partie divine. Et après il y a ça, il y a les renvoie l'info régulièrement. Souvent quand je fais renvoyer l'info c'est que c'est un truc qui me fait peur. Déjà si je renvoie l'info c'est que ça me fait un peu flipper, ça fait flipper Jonathan en tout cas, et donc j'ai besoin de sentir encore plus Tiferet pour y aller, de sentir encore plus l'évidence de lumière, l'évidence d'amour à l'intérieur de moi, de sentir que c'est vraiment bon pour moi et bon pour les autres et bon pour le monde. Et à ce moment-là, quand je sens que c'est bon pour tous, même pour ceux qui vont mettre des messages tu vois, de haine ou quoi, à ce moment-là j'arrive à y aller quoi.
atteindre une forme d'harmonie, quoi. Ouais, c'est ça. Une forme d'harmonie et d'évidence. On utilise beaucoup ce mot avec Aurélie et c'est vrai que tant qu'on n'a pas d'évidence, on n'acte pas. On a vraiment pris cette forme de... Pour nous, c'est de la sagesse, d'essayer de ne pas acter tant qu'il n'y a pas l'évidence. Alors des fois, c'est déroutant parce que ça peut passer plusieurs jours de silence. Là où avant, ça aurait pu être de la fuite, parce qu'avant, tu sais, tu te dis « ouais, j'attends l'évidence », mais en fait, tu sais très bien que l'évidence, tu l'as eu, mais tu fuis. Aujourd'hui, on essaye d'être beaucoup plus honnête avec nous-mêmes et si vraiment on a l'évidence, alors et qu'on le fait pas, c'est évidemment qu'on doit avoir peur, ou il doit y avoir un truc qui bloque là, et on va aller voir ça, ou on va discuter, ou je vais en faire part à Tiferet. Et du coup, si on n'a vraiment pas l'évidence, comme ça arrive là sur un sujet actuellement, on laisse poser le truc et on attend. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui va se passer, soit à travers la vie, soit à travers l'extérieur, qui va nous aider à faire miroir à en fait ce qui était évident en nous. Donc souvent on va essayer aussi de discuter avec l'extérieur, voir toi qu'est-ce que tu en penses, et souvent il y a des gens qui arrivent à nous à ce moment-là, nous permettent d'aller vers une résolution plus alignée, quoi. Dans ton cheminement spirituel et de conscience aujourd'hui, est-ce que tu te fixes un but comme atteindre l'éveil? J'imagine qu'en traversant plusieurs temples en Inde et aussi dans ton éducation, l'éveil à un moment donné, ça a dû être quelque chose comme un objectif? Ouais, à un moment donné, je l'ai vu comme un but à atteindre, comme quelque chose que j'y étais pas et il fallait que je l'atteigne. Et aujourd'hui, pour moi, c'est beaucoup plus quelque chose que je vais vivre dans l'instant, mais potentiellement ne plus vivre dans l'instant d'après. Du coup, c'est un peu comme la santé. La santé, elle est là, et demain, potentiellement, il peut t'arriver un truc au niveau de ta santé, ça change. S'il y a un but, c'est d'être dans cette santé spirituelle, entre guillemets, dans cette forme d'éveil incarné, quotidiennement, quoi. C'est ça que j'essaye de cultiver, et c'est mon fils m'aide beaucoup à ça. Il me montre les moments donnés où, finalement, je suis plus éveillé, d'une certaine manière. Et le moment donné où, ça y est, je suis de nouveau éveillé. Donc pour moi, c'est un peu un éveil dans la présence, dans l'instant présent, je suis présent là, vraiment dans la totalité de ce que je suis. Même si ce que je suis peut grandir dans la conscience. Ouais, c'est comme ça que je le verrai aujourd'hui, et je sais que je suis présent aujourd'hui, la manière dont je suis présent aujourd'hui, c'est un présent beaucoup plus grand que ce que ça l'était il y a quelques mois, il y a quelques années. Mais pour autant, c'est pas comme si il y a quelques années, je n'étais pas éveillé. Quand j'étais présent, pour moi, j'étais dans une forme d'éveil, quoi. Voilà. Quels sont les prochains challenges de Tiferet ? Continue à suivre ces élans, malgré des fois l'extérieur qui peut renvoyer des messages ou des énergies, on va dire, challengeantes, quoi, pour Jonathan, je dirais. Donc en fait, Tiferet, j'ai l'impression que c'est plus le défi pour Jonathan de continuer à laisser exister Tiferet dans la totalité sans vouloir... on va dire filtrer son énergie, ou la mettre dans une case, ou l'arrondir pour la faire jolie, et que les gens disent c'est beau, mais juste voilà, d'être qui il est. Je crois que le défi de Tiferet, c'est d'être qui il est et de le montrer tel qu'il est, quoi, sans vouloir le transformer. Nos chemins de conscience, merci pour votre écoute. Partagez, restez connectés et prenez soin de vous.